agonisent là, attrapés par une patte. Tous les pièges pour animaux sont une horreur. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes révèlent enfin leurs secrets les plus enfouis. Imaginez une femme que le temps semble avoir oubliée, une silhouette diaphane, une voix de cristal, une égérie qui a traversé les décennies sans qu'une seule ride ne vienne trahir son sourire radieux. Pendant près d'un demi-siècle, Ariel Dombasle a incarné l'essence même de la sophistication française et du glamour insaisissable. De Paris à l'international, elle a fasciné le public, devenant la muse incontestée des plus grands réalisateurs de notre époque et l'épouse adorée d'un philosophe influent. Elle semblait flotter au-dessus de la condition humaine, drapée dans une aura d'éternelle jeunesse, évoluant dans un monde fait de poésie, de chants et de légèreté presque irréelle. Tout en elle respirait la perfection d'une vie sans nuages, une existence majestueuse que la société française admirait autant qu'elle la jalousait. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette façade parfaite et ces éclats de rire cristallin? Pourquoi une icône si puissamment adulée, une femme qui possède la richesse, l'intelligence et la gloire, ressent-elle le besoin viscéral de s'inventer une existence parallèle face aux médias? Récemment, à l'âge de 72 ans, sous la lumière crue de la vérité, le masque d'or a fini par se fissurer. Dans un aveu poignant qui a stupéfait le public et fait trembler la presse parisienne, Ariel a enfin brisé le silence absolu sur ce mensonge tenace que tout le monde chuchotait à mi-voix dans les salons mondains. Elle a osé affronter son propre reflet, révélant non seulement la vérité sur son âge, mais surtout confessant la raison profondément déchirante qui l'a poussée à fuir la réalité stricte du temps pendant tant d'années. Comment une enfant silencieusement meurtrie par les coups du destin a-t-elle pu construire une forteresse d'illusions si impénétrables? Et si cette excentricité toujours joyeuse, cette volonté farouche de rester une poupée éblouissante, n'était en fait que l'armure d'une femme secrètement terrifiée par la perte et l'abandon? Derrière les strass étincelants, les robes extravagantes et les mélodies enchanteresses qui ont bercé des générations, se cache une histoire de survie psychologique d'une intensité bouleversante. Pour comprendre ce besoin désespéré d'échapper à l'emprise du temps, il faut d'abord remonter le fil de sa vie jusqu'aux origines de son immense éclat, là où la légende a commencé à s'écrire sous les projecteurs aveuglants, à une époque où le paysage culturel français cherchait désespérément sa nouvelle muse absolue. L'ascension d'Ariel Dombasle commence véritablement à la fin des années 70, dans une France en pleine mutation culturelle. Après les bouleversements sociaux et la rigueur intellectuelle de la nouvelle vague, le public français aspire à une nouvelle forme de légèreté, à une beauté qui transcende le quotidien. C'est dans ce contexte que son allure singulière, presque anachronique dans sa sophistication, attire l'œil du grand cinéaste Éric Rohmer. Avec des œuvres cinématographiques marquantes comme Perceval le Gallois, puis Le Beau Mariage. Elle impose un style visuel et vocal totalement inédit, mais c'est véritablement avec Pauline à la plage, sortie en 1983, qu'elle s'élève au rang d'icône absolue. Dans ce chef-d'œuvre du cinéma d'auteur français, elle incarne Marion, une femme sublime, complexe et terriblement séduisante. Le public est immédiatement fasciné par cette actrice qui s'exprime avec une diction si particulière, un mélange troublant d'accents précieux, de vocabulaire châtié et d'intonations lyriques. Pour beaucoup, elle devient l'incarnation de la femme française idéale, une muse intemporelle évoluant dans un monde fait de marivaudages et de passions élégantes. Son talent s'exporte et d'autres grands noms du 7e art, comme Raoul Ruiz dans son adaptation majestueuse du Temps retrouvé, font appel à sa grâce diaphane pour donner vie à des personnages d'une rare délicatesse. Mais la soif de création d'Ariel ne pouvait se limiter au seul plateau de cinéma. Elle possède en elle un feu ardent et une voix de soprano qui ne demande qu'à éclore. Au tournant des années 2000, elle surprend la France entière en conquérant avec audace le domaine de la musique populaire. L'album Amor Amor, véritable triomphe commercial certifié disque de platine, envahit soudainement toutes les ondes radiophoniques.
Elle y réinterprète des standards latinos vibrants, apportant une chaleur et une sensualité inattendues qui envoûtent le grand public. Suivront d'autres succès musicaux éclatants comme les albums Extase, où elle explore des mélodies mystiques, ou encore Glamour à mort, une collaboration avant-gardiste qui redéfinit son image. Chaque apparition télévisée devient un événement, chaque concert est conçu comme un spectacle théâtral de virtuosité pure. Son audace culmine de manière spectaculaire lorsqu'elle décide de se produire sur la scène du mythique cabaret parisien le Crazy Horse. Sous les lumières rouges et envoûtantes, elle chante et danse, s'imposant comme la quintessence même de la séduction et du glamour parisien. Pour la société de l'époque, elle est bien plus qu'une simple artiste, elle est une créature presque onirique. Les spectateurs voient en elle une source d'évasion lumineuse, un remède éblouissant contre la grisaille d'une époque souvent trop rationnelle. Ses tenues somptueuses, sa taille de guêpe, sa chevelure blonde sculptée et son mariage romantique avec un célèbre philosophe la placent au sommet de la hiérarchie mondaine à cet instant précis. Elle semble avoir touché le firmament. Elle est adulée, respectée pour son érudition et aimée pour sa fantaisie. Pourtant, dans l'ombre de cette gloire étincelante et de ses disques d'or, les premiers frissons d'un vertige intérieur commencent à se faire cruellement sentir. La joie innocente de ses premiers pas sous les projecteurs se transforme imperceptiblement en une performance exténuante de chaque instant. La pression de devoir éternellement incarner cette perfection sans faille, de maintenir ce sourire perpétuel et cette voix enjouée face aux caméras devient une exigence psychologique écrasante. Elle commence à réaliser que le public et l'industrie l'adorent pour cette image dorée et lisse, mais ignore totalement la femme véritable qui respire derrière le costume. Car au-delà de cette sublime vitrine, le monde médiatique préparait insidieusement le terrain pour l'enfermer dans un rôle réducteur, une prison de préjugés qui allait transformer son triomphe en un fardeau silencieux et dévastateur. Alors que la France entière célébrait cette créature de rêve aux allures de poupée sophistiquée, une mécanique médiatique impitoyable se mettait lentement en place pour broyer son identité profonde. Le public raffolait de ses excentricités, mais très vite, la presse et les plateaux de télévision ont commencé à l'enfermer dans une caricature étouffante. On la réduisait à une blonde écervelée, une icône superficielle, tout juste bonne à amuser la galerie par ses manières précieuses et son rire au perché. Les journalistes se moquaient souvent, parfois avec une cruauté non dissimulée, de son vocabulaire désuet et de son attitude de diva déconnectée du monde réel. Chaque interview devenait un piège où l'on cherchait non pas à comprendre la femme intellectuelle et l'artiste polyvalente, mais à capturer la poupée fantasque pour s'en moquer gentiment. Elle devait sourire face aux pics empoisonnés, jouer le jeu de cette légèreté imposée, alors qu'en réalité, chaque moquerie résonnait comme une blessure sourde. L'industrie du divertissement, avide de stéréotypes faciles, ne voulait voir en elle qu'un magnifique ornement, refusant obstinément de lui accorder la profondeur et le respect que son parcours artistique méritait pourtant amplement. Mais ce que ces rieurs professionnels ignoraient totalement, c'est que cette frivolité outrancière n'était en rien une marque de bêtise, mais une armure forgée dans les larmes d'une enfance brisée. Pour comprendre cette soif éperdue de briller et ce besoin obsessionnel de théâtraliser son existence, il faut quitter les salons parisiens et retourner sous le soleil brûlant du Mexique, là où tout a basculé. Ariel n'était alors qu'une petite fille de 11 ans, une enfant innocente dont le monde s'est soudainement effondré avec le départ prématuré de sa mère bien-aimée. Francion, la perte tragique de cette figure maternelle adorée a laissé un vide immense, une cicatrice béante que le temps n'a jamais pu refermer, confrontée si jeune à l'injustice vertigineuse de l'absence éternelle. La petite fille a été terrifiée par la fragilité de la vie humaine.
Dans l'ombre de ce deuil indicible, elle a pris une décision radicale, un pacte intime avec elle-même pour survivre à cette douleur insupportable. Elle s'est jurée de vivre une existence absolument spectaculaire, de repousser la tristesse et la laideur du monde par une quête frénétique de beauté absolue. Son excentricité, ses tenues de conte de fées, cette manière presque irréelle de flotter au-dessus des réalités sordides. Tout cela n'était qu'un bouclier magnifique dressé contre le désespoir. Elle jouait la comédie du bonheur avec une intensité désespérée pour empêcher les fantômes du passé de la rattraper dans la nuit. Derrière chaque apparition publique étincelante se cachait l'angoisse d'une petite orpheline luttant contre l'oubli et le chagrin. La société la croyait prisonnière de son narcissisme, alors qu'elle était en réalité captive de sa propre vulnérabilité, utilisant le glamour comme un antidote vital contre l'angoisse de la perte. Cependant, cette forteresse psychologique, aussi belle soit-elle, exigeait des sacrifices personnels d'une ampleur vertigineuse. Pour maintenir cette illusion d'éternité et protéger son cœur meurtri des affres de la vie, elle allait devoir faire des choix d'une complexité bouleversante. Et le plus troublant de ces choix, celui qui allait sceller le destin de son mariage légendaire et susciter l'incompréhension générale du public, était sur le point de la plonger dans un combat intérieur encore plus profond et secret. Derrière les portes closes de sa vie privée, loin de la frénésie des caméras, se jouait le drame le plus silencieux de son existence. Son mariage avec le célèbre philosophe Bernard-Henri Lévy fascinait la France entière, formant un couple d'une élégance intellectuelle et mondaine incomparable. Ils incarnaient la passion absolue, une romance presque littéraire qui défiait les décennies. Mais au cœur de cette union célébrée par tous, une absence remarquée suscitait les murmures incessants de la presse et l'incompréhension du public. Pourquoi cette femme éblouissante, vivant un amour si profond et véritable, refusait-elle obstinément la maternité? Les rumeurs allaient bon train, la taxant parfois d'un égoïsme suprême, l'accusant de préférer sa silhouette de sylphide et sa liberté mondaine à la joie de donner la vie. Face à ces jugements hâtifs et souvent cruels, elle gardait le silence, un silence lourd et douloureux, car la vérité était infiniment plus sombre que la simple vanité que l'on voulait bien lui prêter. Ce choix, perçu par beaucoup comme une anomalie, était en réalité le prolongement direct du traumatisme de son enfance mexicaine. La disparition prématurée de sa mère bien-aimée avait gravé dans son âme une peur panique, une terreur absolue de l'abandon. Devenir mère, c'était prendre le risque insoutenable de reproduire ce cycle insoutenable de souffrance. Elle était terrifiée à l'idée de mettre au monde un enfant qui, un jour peut-être, pourrait se retrouver orphelin, livré à la même détresse glaciale qu'elle avait connue à l'âge de 11 ans. Cette angoisse viscérale de la séparation l'a poussée à renoncer au rôle de mère pour se consacrer entièrement à celui de l'éternelle amoureuse. Elle voulait préserver son couple de la tragédie potentielle, choisissant d'être une compagne libre et dévouée, plutôt qu'une mère hantée par l'ombre de la fatalité. C'était un sacrifice invisible, une décision prise dans le secret de son cœur pour protéger l'innocence qui lui avait été si violemment arrachée dans sa propre jeunesse. Pendant des années, elle a porté ce fardeau émotionnel seule, souriant devant les photographes, tout en étouffant les échos de cette blessure intime. Le monde de la télévision et des magazines continuait de tourner, exigeant d'elle toujours plus de légèreté et de perfection esthétique. Mais le temps, ce juge impartial qu'elle avait tenté de fuir par tous les stratagèmes possibles, finissait inexorablement par la rattraper. Les années passaient, la pression médiatique sur le mystère tenace de son âge véritable s'intensifiait, menaçant de faire s'effondrer le grand mirage qu'elle avait mis toute une vie à bâtir. Le moment approchait vertigineusement où il lui serait devenu impossible de maintenir l'illusion, la poussant enfin vers cet instant crucial où elle devrait affronter la vérité publiquement et reprendre le contrôle absolu de sa propre histoire. Ce moment de vérité tant redouté, cet instant de bascule émotionnelle, est finalement arrivé sur le plateau intimiste d'une émission de confidence.
À l'âge de 72 ans, assise face à un journaliste insistant, Ariel Dombasle a soudainement décidé d'arrêter de fuir. L'atmosphère du studio s'est figée lorsque, avec une douceur désarmante mais une fermeté absolue, elle a choisi de faire face à ce chiffre qu'elle avait dissimulé pendant des décennies. Elle a prononcé son véritable âge, détruisant en une fraction de seconde le mythe absolu de son éternelle jeunesse. Mais ce n'était pas une simple confession mathématique, c'était un cri du cœur profondément libérateur. Pour la première fois, elle ne s'est pas contentée de sourire gracieusement pour éluder la question avec une pirouette mondaine. Elle a pris une respiration profonde, a regardé la caméra avec une lucidité troublante et a pointé du doigt cette industrie médiatique impitoyable qui l'avait rendue captive de sa propre beauté. Elle a nommé symboliquement ses rôles invisibles mais destructeurs, ces juges silencieux de l'apparence physique. Sans élever la voix, elle a dénoncé l'hypocrisie tragique d'un système qui exige des femmes publiques qu'elles demeurent d'éternelles jeunes filles sous peine de disparaître brusquement dans l'oubli. Elle a évoqué les directeurs de casting qui imposent des canons de beauté irréalistes. Les rédacteurs en chef de presse à scandale qui traquent impitoyablement la moindre ride et cette société qui punit la vieillesse féminine comme s'il s'agissait d'une faute morale impardonnable. En brisant ce tabou ultime, elle a exposé la violence psychologique d'un monde qui glorifie la futilité visuelle tout en écrasant l'authenticité de l'âme. Elle a expliqué comment l'obligation de perfection avait été une camisole de force, une prison dorée dont elle possédait pourtant les clés depuis toujours. La diva inaccessible a laissé place à une femme d'une sagesse poignante, avouant que cette mascarade n'était qu'une tentative désespérée de rassurer cette petite fille blessée au Mexique. C'était une déclaration d'indépendance lumineuse, un acte de bravoure contre la dictature de l'image. Les spectateurs, habitués à ces esquives élégantes, ont été saisis par la majesté de cette vulnérabilité inattendue. L'incompréhension initiale du public s'est rapidement métamorphosée en une vague de compassion immense à travers tout le pays, en avouant ses peurs profondes et en acceptant enfin son humanité faillible. Elle n'a pas perdu son aura légendaire. Elle l'a au contraire magnifié. Elle a repris le pouvoir absolu sur son histoire intime, refusant d'être la victime consentante d'un mirage pour devenir la véritable héroïne de son existence. Mais cette révélation bouleversante soulève une interrogation fondamentale qui dépasse largement le destin scintillant d'une star parisienne. Quelle leçon poignante cette confession tardive nous offre-t-elle sur notre propre fragilité? Et comment le courage de cette icône peut-il ouvrir la voie à une réflexion bien plus vaste? L'histoire bouleversante d'Ariel Dombasle dépasse largement le cadre prestigieux des plateaux de tournage et des cabarets parisiens pour toucher à l'essence même de notre condition humaine. Son parcours nous confronte à un miroir implacable sur la cruauté de notre société face à la vieillesse et à l'image des femmes dans la lumière. Que se passerait-il si l'industrie du divertissement traitait enfin ces muses comme des êtres humains complexes et vulnérables, et non comme de simples produits d'illusion voués à l'obsolescence programmée? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la douleur cachée de nos idoles avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur leur carrière et leur existence? Le destin de cette icône n'est finalement pas seulement le sien. Il représente de manière magistrale la lutte silencieuse de tant d'autres artistes, de ces étoiles oubliées ou de ces personnalités publiques qui ont été contraintes de sacrifier leur vérité intime sur l'autel d'une célébrité impitoyable, en s'enfermant dans une jeunesse éternelle pour fuir ses propres tragédies enfantines. Elle a porté le fardeau d'une industrie entière qui refuse d'accepter la beauté vertigineuse du temps qui passe. Aujourd'hui, sa démarche d'une honnêteté désarmante nous invite tous à la compassion, à regarder au-delà des paillettes trompeuses pour embrasser l'authenticité de ceux qui nous font rêver. Nous sommes invités à comprendre que le véritable courage ne réside pas dans la capacité à figer le temps, mais dans celle de l'accepter avec grâce et dignité. En définitive, sa vie est une œuvre d'art faite de contrastes, une symphonie où les silences parlent aussi fort que les mélodies éclatantes.
comme elle pourrait si justement le murmurer aujourd'hui avec cette voix douce qui a tant charmé la France. Je ne cherche ni le pardon du public ni la clémence du temps. Je souhaite simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix, la voix imparfaite mais sincère d'une femme enfin libre d'être elle-même.